commencer la prochaine intervention, la troisième. Donc, je suis Marielle Gilmenet, je suis psychologue et je travaille plutôt dans l'orientation de la psychologie positive, qui est une psychologie expérimentale assez récente. Ce courant est récent. Et à travers le thème du temps, donc, qui était proposé aujourd'hui, je vais vous l'aborder d'une manière psychologique différente. Le titre, c'est donc le temps vécu ou ressenti à travers les émotions. Donc je me suis beaucoup interrogée en fait sur cette notion du temps depuis que ce thème nous a été donné. Et moi je suis praticienne, donc en fait je reçois des personnes régulièrement et je me suis interrogée dans ma pratique. Donc c'est un autre regard que je vais vous offrir là sur la notion du temps. Et je me suis tout simplement rendu compte que lorsque je recevais quelqu'un, en fait j'étais en présence, j'ai appelé ça un millefeuille en fait. Comme il y avait beaucoup de temps, il y avait beaucoup de notions de temps qui étaient horizontales, verticales, concentriques ou un petit peu dans tous les sens. Et comme je disais, ce thème m'a donné vraiment du fil à retordre. Et je ne me rendais pas compte à quel point cette notion de temps existait en fait dans la psychologie et dans la thérapie tout particulièrement. Alors j'ai tiré des grandes lignes et j'ai tiré le premier temps en fait. J'ai appelé ça le grand temps. C'est-à-dire que chaque personne vit dans le grand temps. J'ai mis des majuscules. Pour parler en fait du temps de la lignée généalogique, c'est-à-dire nous et tous nos ancêtres, comme lorsque l'on décide un arbre généalogique, et c'est-à-dire que nous sommes immergés en fait dans ce grand temps, que nous le connaissions ou pas, que nous ayons fait nos arbres généalogiques, que nous ayons fait certaines techniques, certaines thérapies de guérison de notre arbre généalogique, de nos ancêtres, etc. Voilà, nous sommes d'abord immergés dans ce grand temps. Et c'est-à-dire que nous sommes tous, toutes reliés à nos ancêtres familiaux, mais également à l'espèce humaine. Ensuite, le deuxième temps, qui est bien sûr notre temps personnel. Donc le premier grand temps, je l'ai appelé le temps vertical, comme l'arbre. Le deuxième temps, que j'appellerais le temps qui est plus horizontal, en fait, c'est le temps personnel. C'est-à-dire, en fait, depuis la conception, depuis que l'ovule et le spermatozoïde se sont rencontrés, moi je dirais que nous existons. Et puis ce temps qui s'étend à l'horizontale, en fait, c'est le temps de notre vie. Donc il va de la conception à la mort. Et je dis bien depuis la conception parce que c'est par exemple quelque chose, moi j'interroge toujours les parents lorsque je reçois un enfant. C'est-à-dire que ce moment-là, alors pas le moment précisément, je dirais, mais tout ce qui était, toutes les conditions extérieures, conditions familiales, conditions sociales, etc., de cette période-là, de ce moment-là, en fait, il a un impact. Et ensuite, le troisième temps, que j'appelle concentrique, enfin, c'est un petit peu, je vais appeler ça le temps du temps, c'est-à-dire, en fait, ce sont tous les cycles dans lesquels nous sommes. Donc, par exemple, le cycle des jours et des nuits, le cycle des saisons, le cycle des périodes de la vie, les cycles qui sont aussi fabriqués, les cycles calculés, le temps technique, le temps technologique, le temps compté, le temps contrôlé. Et c'est pour cela que je disais que, en tous les cas, moi, ça m'a mis face à une complexité qui était immense, cette notion du temps, parce que là, ce sont déjà 3 temps qui demandent à être examinés, à être interrogés, je dirais presque en même temps, justement. Donc dans ce temps, l'interrogation, c'était effectivement les émotions. Alors je ne suis pas du tout philosophe, mais j'ai lu, en tous les cas, un certain nombre de choses, et j'ai pris ce qui pouvait, en tous les cas, nourrir ce que je souhaitais vous présenter. Jean-Paul Sartre, j'ai apprécié cette citation qui dit « À présent, nous pouvons concevoir ce qu'est une émotion, c'est une transformation du monde ». Et c'est le mot « transformation » moi, qui m'a parlé parce que pour moi, une émotion, c'est quelque chose qui va modifier le cours des choses et qui va nous pousser ou nous amener à autre chose.
Donc c'est vraiment ce mot transformation qui m'a parlé par rapport à la notion d'émotion. Et la deuxième notion aussi auquel je vais faire référence dans mon analyse, c'est Kant, qui dit que l'émotion est le sentiment d'un plaisir ou d'un déplaisir actuel qui ne laisse pas le sujet parvenir à la réflexion. Dans l'émotion, l'esprit surpris par l'impression perd l'empire sur lui-même. Donc ça, pour moi, ça revient à mon titre qui est le temps vécu ou le temps ressenti. Le temps vécu, pour moi, c'est le temps qui est, comment dire, dont on prend conscience. Le temps ressenti, c'est lorsque le corps ressent l'émotion et que l'émotion traverse le corps et que le corps peut réagir. Donc c'est la conscience ou, entre guillemets, l'instinct ou la réaction physique. Donc à la lumière de ces deux éléments philosophiques, j'en ai pris deux parce que j'avais déjà pas mal de choses et je voulais vraiment essayer de vous faire quelque chose de clair. Là, je vous donne aussi le point de vue maintenant d'une psychologue qui fait de la psychologie positive, qui s'appelle Barbara Fredrickson, qui est une référence en psychologie positive américaine et qui a quelques livres aussi qui sont traduits en français. L'intérêt de cette personne, c'est qu'elle essaie aussi de donner une vision claire des choses, simple mais pas simpliste. Voilà. Et c'est aussi ce que j'ai essayé de faire, d'être simple mais sans être simpliste. Donc elle dit que l'émotion, c'est la capacité que nous avons... Pardon, elle dit que la capacité que nous avons à ressentir les émotions positives est une force cruciale que nous devrions mettre au centre de notre vie et cultiver. Donc cultiver cette force pour nous épanouir. Et c'est là où je trouvais que le point de vue justement de psychologie positive était intéressant parce qu'il ouvre un chemin un peu différent sur cette notion d'émotion. Déjà une émotion qui n'est pas obligatoirement négative. Très souvent lorsqu'on pense aux émotions d'une manière, dans le langage courant, c'est les peurs, c'est les colères, c'est souvent quelque chose qui va perturber en tous les cas le jugement ou le discernement. Et là on est dans un autre aspect des émotions, et c'est ça que j'ai trouvé intéressant, c'est l'émotion positive. Donc qu'est-ce que sont les émotions positives et à quel point elles sont importantes pour nous dans le sens d'enrichir, alors d'enrichir notre vécu, d'enrichir également éventuellement notre décision, d'enrichir notre vie, en fait, tout simplement. Donc, l'émotion, voilà mon sous-titre est « L'émotion est un outil d'éclairage, un phare ». Donc de l'éclair inconscient qui passe inaperçu, c'est-à-dire cette émotion qui peut être simplement traverser le corps, au phare, donc l'émotion consciente qui éclaire le chemin de la vie, tel est l'itinéraire aussi de la thérapie en psychologie. C'est-à-dire que très souvent, lorsqu'une personne va consulter un thérapeute, elle part d'un état de confusion de confusion mentale, où en fait elle ne sait plus très bien où elle est, ce qu'elle ressent, où elle veut aller ou comment aller où elle le souhaite. Et l'idée, bien sûr, est de passer de cette notion d'inconscient à conscient, d'une manière un petit peu générale. Et donc l'émotion vécue, elle apparaît, elle disparaît. Ça, c'est le type de l'émotion. On disait quelque chose comme une fulgurance. Il peut en rester une trace, une sensation, un bien-être ou un mal-être indescriptible. Non conscientisée, cette émotion, elle ne peut être nommée précisément. Quelquefois, nous allons être en fait aux prises simplement d'émotions qui vont nous traverser et peut-être qu'après coup, nous allons ressentir de la fatigue ou un mal-être, mais sans avoir eu conscience que nous avons été traversés par une émotion, que cette émotion a créé cette transformation du monde à l'intérieur de nous, ou un déplaisir, comme disait Kant, mais sans en avoir conscience. Donc l'idée, c'est aussi d'amener ceci à la conscience, et comme disait cette psychologue, pour en fait que notre vie soit plus riche. Et le travail psychologique va être justement donc d'amener, comme dans la cure psychanalytique, mais avec d'autres moyens, l'inconscient au conscient. Alors comment ça se passe en thérapie plutôt comportementale et cognitive? L'idée, c'est plutôt donc d'essayer de ralentir les éclairs. Une fois qu'on est arrivé à ralentir les éclairs, les observer, les identifier,
en fait, en les traquant. Donc, modifier le temps, modifier la vitesse, la fulgurance de l'émotion ressentie, en fait, pour qu'elle soit vécue consciemment. Alors, je n'ai pas le temps de rentrer plus précisément dans les détails, mais bon, il existe un certain nombre de techniques, en fait, qui nous permettent cela. Très souvent, bien sûr, on ne peut pas observer l'éclair, ou on ne peut pas observer directement l'émotion, mais on a des techniques qui nous permettent d'identifier, en fait, la conséquence de l'éclair ou la conséquence de l'émotion, et ensuite de remonter à l'émotion. Donc, je vous ai mis cette petite roue là, pleine de couleurs. Donc, c'est une roue de toutes les émotions, enfin, un certain nombre d'émotions, on va dire classiques, qui ne sont pas issues de la psychologie positive, mais qui vous montrent, oui, dans le premier cercle concentrique, la joie, la tristesse, le dégoût, la surprise, la peur, la colère. Donc, en fait, on est déjà dans beaucoup d'émotions qui seraient plutôt négatives. Le deuxième cercle, ce sont des émotions dérivées de la première. Et le troisième cercle, c'est encore des dérivés de l'émotion. Donc c'est pour vous montrer simplement qu'il y a beaucoup d'émotions. Et si on regardait plus précisément dans cette roue, en tous les cas, il est décrit beaucoup d'émotions qui sont plutôt, on va dire, à polarité négative, c'est-à-dire qui ne sont pas de la joie. Voilà. C'est la vision un petit peu, on va dire, classique de l'émotion. Alors, j'ai entendu un interview qui m'a beaucoup intéressée de Bill Murray ce matin. On parlait de Lost in Translation, donc le film de Sofia Coppola, et de ce film qui parle beaucoup de la notion du temps. Et Bill Murray, j'ai beaucoup apprécié, je voulais vous le faire écouter, mais bon, l'audio, il n'est pas terrible. Donc, simplement, il dit, ben voilà, on a la possibilité, effectivement, toute notre vie, de perdre du temps. Et il dit, on en perd tellement. Et ce qu'il explique, c'est qu'en fait, pour lui, la seule chose qu'on a à faire sur cette terre, comme il dit, c'est de se comprendre soi-même. Mais c'est pas de se comprendre soi-même pour soi-même ou pour notre ego ou d'une manière repliée sur soi-même, mais c'est de se comprendre soi-même pour les autres, pour le monde extérieur et pour peut-être donner effectivement le meilleur de nous-mêmes aussi au monde extérieur. Et c'est dans cette dimension, on va dire, de l'intérieur vers l'extérieur, où il explique que cette connaissance de soi est importante. Ça sera ma dernière question. Le temps, ça représente quoi pour vous? Tu vas essayer de trouver possibilité de perdre du temps. Je pense qu'il y a plusieurs exemplaires qui se sont lancés en même temps, quoi, en cascade. C'est Excusez-moi. En fait, il y a eu plusieurs copies du même fichier et il était en plusieurs fois. Et voilà, je vous ai résumé en fait ce que disait Bill Murray. Et voilà, ce qu'il expliquait, bon, beaucoup mieux que moi, parce que j'aimais bien l'énergie dans laquelle il interprétait justement ce qu'il voulait dire. Mais c'était vraiment cette notion, voilà, de se comprendre soi-même pour les autres et pour le monde extérieur. Donc là, je dirais que c'est un peu le centre de mon propos, c'est de vous mettre les 10 mots, les 10 noms, en fait, de ce que les psychologues appellent les émotions positives. Donc la joie, celle-là on la connaît facilement, la gratitude. La psychologie positive a beaucoup étudié cette notion de gratitude parce qu'on s'est rendu compte en fait que c'est un des facteurs très importants pour le bien vivre, voire même la longévité. La sérénité, la fierté, l'amusement, l'admiration, l'inspiration, la curiosité, l'espoir et l'amour. Je voulais décrire un par un rapidement parce qu'en fait ce sont on pourrait dire des signaux, des panneaux d'indication qui vont faire effectivement que l'on va se sentir vivre d'une manière plus intense, donc en dehors de l'ennui, comme on disait tout à l'heure. Et ces émotions, alors je vais vous les détailler, ça sera plus simple, sans perdre de temps. Donc voilà, les émotions comme outils.
Donc comme outil pour se comprendre soi-même, pour avoir la sensation de mieux vivre, pour avoir une vie plus dense, plus intense, plus remplie. Sortir de l'ennui. Peut-être qu'on peut. Donc qu'est-ce que c'est cette joie? Donc j'avais envie de vous proposer un petit exercice. Je sais bien que vous avez déjà vécu de très belles interventions, mais bon, j'espère que vous avez encore un tout petit peu d'énergie pour ça. Tout simplement, la psychologie, elle n'est pas habile comme la philo à être universelle. Et en fait, ce qui est important pour chacune des émotions, et je vous le propose, bien sûr, vous faites ce que vous le souhaitez, mais c'est vraiment d'aller chercher, en fait, au fond de vous, un souvenir, un moment de joie, par exemple. Juste ça, juste laisser venir un moment où vous-même vous étiez joyeux. Et au regard de ce que je vais vous dire, vous pouvez prendre ou laisser ce qui va vous parler par rapport à chacune des émotions. Donc juste, voilà, vous pensez au dernier moment, peut-être que vous avez ressenti de la joie, c'était peut-être il y a peu de temps, et vraiment au regard de votre souvenir, donc en vous reconnectant sur votre vécu intérieur, je vais vous donner quelques éléments sur la joie qui peuvent vous éclairer par rapport à ça. Donc cette notion de joie, déjà, elle est très très utilisée en psychologie parce que pour nous, c'est le contraire à la dépression déjà, c'est-à-dire quand on est dans une dépression, on n'a plus de joie. Donc c'est une énergie de vie qui est très importante. On s'en sert aussi à travers toutes les notions d'enfant intérieur. C'est-à-dire cette partie de nous qui porte notre joie première, notre joie, je dirais, naturelle. Cette joie qui fait que l'on a envie de se lever le matin. C'est quelque chose qui est presque de l'ordre de l'instinct, en fait, qui doit être là, qui doit être à l'intérieur de nous. Donc, qu'est-ce qui vous met en joie? Je disais tout à l'heure, en examinant un souvenir de joie. Et à l'inverse aussi, vous pouvez aussi regarder à l'intérieur de vous, qu'est-ce qui ne vous met pas en joie? Qu'est-ce qui est éteint par moment? La joie, ça peut être aussi cette lumière qu'on peut voir dans les yeux des enfants. Qu'est-ce qui éteint la joie en vous? C'est aussi une question qui peut se poser. Quelquefois, lorsqu'on peut se sentir frustré, ou sentir notre humeur qui change, ou se sentir simplement avec un sentiment d'insatisfaction, de mal-être, c'est lorsque l'on peut perdre notre joie. Et si on perd effectivement notre joie trop souvent et trop longtemps, on arrive dans des états de déprime, de dépression, donc c'est un indicateur qui est important. Enfin, je vous ai sorti aussi une référence, parce qu'on m'avait demandé de faire une conférence à l'école à GEM, à l'école de management de Grenoble, sur Antonio Damasio, sur l'erreur de Descartes, sur ce livre qui parle effectivement de cette notion d'émotion, et où, à nouveau, comme précédemment, sa théorie, sa thèse est de dire en fait que les émotions sont importantes, elles ne sont pas opposées, on va dire, à la raison, mais qu'elles peuvent tout à fait s'articuler en fait avec la rationalité, avec une prise de décision, et même avec notre comportement. C'est-à-dire que l'émotion, tout dépend comment nous définissons et comment nous abordons l'émotion. Tout dépend, je dirais aussi, de notre niveau de conscience par rapport à l'émotion. Mais l'émotion peut être vraiment quelque chose qui vient enrichir et notre comportement, et notre prise de décision, et notre vécu, tout simplement, du monde. Et ce neuropsychologue, en fait, a fait un livre qui est pas toujours facile à lire, mais je trouve qu'il est très intéressant sur cette notion-là. Et où la joie, justement, il parle pas beaucoup de la joie aussi comme en fait un moteur, et comme quelque chose qui est un moteur indispensable en fait à notre vie. Cette notion de joie. Alors l'idée aussi, quand vous êtes dans votre souvenir de joie que vous pouvez avoir là, c'est peut-être aussi d'en prendre plus conscience, ou de l'imprimer un petit peu plus dans votre mémoire ou dans votre conscience, et de se dire, ah oui, ce moment-là, j'ai vraiment ressenti une grande joie. Pour que, au lieu que ce soit quelque chose qui est simplement vécu et qui vous traverse, eh bien ce soit quelque chose simplement auquel vous puissiez retourner. On appelle ça un état ressource, un moment ressource, et que ce soit une ressource de la joie, c'est-à-dire, ouais, à ce moment-là, wow, j'ai ressenti de la joie. Un autre exemple plus précis et plus sur la vie pratique aussi, c'est que par exemple, si vous décidez de prendre une décision, mais vraiment qu'avec des éléments purement rationnels. Donc par exemple, je vais faire telle chose parce que... et vous prenez un critère rationnel, peu importe lequel,
Et lorsque en fait vous voulez mettre en œuvre cette décision, ben, vous n'y arrivez pas. Et vous vous dites, mais si, quand même, j'ai tout calculé, ah mais si, c'est bien que je fasse ça, ou ah ouais, non, mais là c'est tout bien, c'est tout parfait, rationnellement, c'est nickel. Et vous n'avez pas ce moteur, vous n'avez pas cette joie, vous n'avez pas cette énergie. Et en fait, la joie, c'est aussi ça. C'est aussi ce moteur qui va faire que si vous êtes que, comme l'on dit, dans votre cerveau gauche, dans votre partie rationnelle, en fait, vous n'aurez pas tout le prisme, toute la dimension nécessaire, en fait, pour mettre en mouvement, pour mettre en œuvre, pour agir, en fait, une décision. Donc la joie, telle que nous l'expliquons en psychologie, c'est très vaste, en fait. C'est presque, je dirais presque une forme d'élan de vie. Alors la joie, bien sûr, je vous ai mis quelques exemples de moments de joie. Ça peut être bien sûr une bonne surprise, une bonne nouvelle, un beau coucher de soleil, une rencontre, un cadeau, une invitation, etc. Pour, si vous avez besoin d'un peu de petits éléments supplémentaires pour trouver des moments de joie. Et qu'est-ce qui se passe en termes de temps? Eh bien à ce moment-là, tout simplement dans la joie, il y a une appréciation. Vous voyez, moi j'ai de la joie là, d'être là, vraiment, je suis contente de pouvoir vous faire cette présentation. Et ben, j'apprécie le moment présent et voilà, j'espère que vous l'appréciez aussi. Et la joie, c'est là dans le moment. C'est vraiment, je pense pas avant, je pense pas après. C'est vraiment une appréciation du moment et de l'instant présent. Alors, au niveau énergie aussi, lorsque l'on est dans la joie, il y a cette amplification de l'énergie. Alors pour le comprendre, si le mot énergie, ça ne vous parle pas trop, c'est simplement le sourire ou le visage qui s'ouvre, le sourire ou le mouvement. Moi je sais que voilà, je bouge un peu quand je suis contente, les enfants ils courent, ils sautent. Quand on voit un enfant qui est joyeux, il voit une flaque d'eau, il saute dedans. C'est ça la joie, il n'a pas réfléchi, hein. C'est cet élan de vie. Alors ensuite, la deuxième émotion, c'est la gratitude. Alors la gratitude, c'est pas simplement de dire merci, c'est vraiment le sentiment de reconnaissance, c'est d'être reconnaissant. Alors, de la même manière, peut-être chercher rapidement ou laisser venir à vous un moment où vous avez eu de la reconnaissance pour vous-même ou pour quelqu'un, et demandez-vous simplement, mais dans quelles conditions est-ce que je ressens de la gratitude? Est-ce que je ressens de la gratitude pour moi, pour les autres, pour la vie en général? Et puis ensuite, lorsque vous êtes dans ce moment de gratitude, c'est de vous dire, mais est-ce que je suis capable de dire ma gratitude? Est-ce que je suis capable de dire de la montrer, de l'écrire, ou de la dire à moi-même, je suis contente de moi, je me remercie, je ressens de la gratitude pour moi, pour les autres. Et puis lorsque je vous dis ça, peut-être que pour vous, c'est pas obligatoirement facile de remercier ou de vous remercier. Et peut-être que vous pouvez aussi vous poser la question, est-ce que je le fais suffisamment? C'est-à-dire, est-ce que je me remercie suffisamment? Est-ce que je remercie suffisamment les autres? Est-ce que je suis à l'aise dans cette notion-là de gratitude? Donc dans la gratitude, il y a cette notion de reconnaissance par rapport à quelque chose qui a été, donc par rapport souvent au passé, et qui est, ou qui est, donc dans le présent. Cette émotion de reconnaissance, elle est donc par rapport à quelque chose d'extérieur à soi ou bien par rapport à soi-même. Donc le temps vécu dans la gratitude apporte un plaisir d'être soi et d'être en relation avec ce qui nous inspire de la gratitude. Donc souvent il y a cette gratitude par rapport à quelque chose d'ancien, quelque chose de passé, mais cette gratitude elle est vécue dans le temps présent. Donc par exemple, je suis reconnaissante d'avoir pensé à prendre un vêtement chaud ou un parapluie pour me protéger de la pluie qui vient d'arriver en fin de journée, alors qu'il faisait beau et tiède ce matin lorsque je suis partie de chez moi. Et ça peut être des choses très simples. C'est pas obligatoirement... c'est des choses, quelquefois, même on va passer à côté, en fait, de se remercier ou de se dire « Ah, ça c'est... Voilà, ça j'ai fait un bon truc pour moi aujourd'hui. Là, je suis très, très contente. » Ou alors, par exemple, lorsqu'on travaille avec des collègues, c'est effectivement prendre le temps de remercier quelqu'un au bureau qui a pensé à acheter des fournitures qui manquaient. Donc, en fait, cette personne, justement, cette gratitude, vous voyez, elle s'inscrit dans le temps. C'est-à-dire que la gratitude, il y a toujours quelque chose qui est passé, quelque chose qui est là, qui est présent.
On a un rapport au passé, en fait, avec la gratitude. On est toujours reconnaissant de quelque chose qui est passé, en fait. Mais cette gratitude, on la ressent dans l'instant présent. La troisième émotion, c'est ce que j'ai appelé la sérénité. Donc la sérénité, la définition, c'est une émotion de paix, d'équilibre, de calme intérieur. Un calme intérieur, en fait, qui est stable. Alors par exemple, quelque chose de très simple pour les personnes qui apprécient la nature, puis nous là qui sommes face à ces magnifiques montagnes, tout simplement lorsqu'on est dans la nature et en regardant, voilà, on regarde un paysage, on regarde ces montagnes, et là il y a immédiatement, en plus les montagnes c'est stable, c'est voilà, ce sentiment là de stabilité, de bien-être, de sérénité, de détente, même dans le corps physique. Donc ça peut être aussi bien sûr un coucher de soleil pour ceux qui préfèrent la mer, l'océan, les vagues. L'horizon immense, comme on a vu tout à l'heure sur les photos aussi. Moi, l'horizon me donne toujours un sentiment de sérénité, cette espèce de temps, de ligne infinie. Dans la sérénité, on a aussi le sentiment de dilution dans le temps. C'est-à-dire que lorsqu'on est en contemplation d'un paysage, par exemple là quand je regarde les montagnes, il y a cette notion de se diluer dans le temps. La dilution, c'est vraiment comme un sucre qui fond dans l'eau, c'est-à-dire ça donne un sentiment d'unité avec tout ce qui est autour de nous, de faire un avec l'environnement, ce qui donne cette stabilité, ce calme. Au niveau mental, on a également un sentiment de silence intérieur, c'est-à-dire une absence de pensée, donc ce silence, de la sérénité. Et là, je dirais qu'au niveau du temps, on est dans un instant présent qui est total, et qui incorpore toutes nos sensations, toutes nos émotions, toutes nos pensées. Et c'est ce qui donne ce sentiment de paix, d'harmonie, parce qu'en fait, il y a vraiment le sentiment, ce qu'on appelle de faire un avec tout ce qui est autour de nous. Alors, l'émotion de fierté, on change de tonalité, c'est un petit peu comme 10 notes de musique différentes. La fierté, c'est une émotion qui correspond là à une évaluation positive, spécifique de soi, la satisfaction d'une action personnelle ou d'une qualité personnelle, lorsqu'il s'agit de soi-même. Et bien sûr qu'on peut être fier aussi d'autres personnes qui sont autour de nous. La définition, c'est toujours cette évaluation positive. Donc la valeur personnelle est estimée par rapport à une action ou une qualité mise en évidence par une action passée. Donc à nouveau, on a ce rapport de l'émotion qui est là dans le temps présent, mais par rapport à quelque chose qui est passé. Simplement, la fierté, on a une nuance différente. C'est-à-dire que là, dans la fierté, il y a aussi une projection dans le futur, avec un fort sentiment, en psychologie, on appelle ça d'efficacité personnelle. C'est-à-dire, un exemple, voilà, je suis fière, par exemple, d'avoir dépassé une peur. Donc ça, c'est par rapport au passé. Dans le présent, cela me rassure, parce que dans le futur, je vais avoir à nouveau à me retrouver dans la même situation. Et maintenant, je sais que je vais être efficace personnellement, parce que je sais qu'ayant dépassé cette peur, je n'aurai plus peur. Voilà. Et là, c'est là où les temps ils commencent à être dans une intrication complexe. Voilà. L'amusement. L'amusement qui est une autre encore tonalité de ces émotions positives. Donc l'amusement, c'est proche de la joie, mais avec un supplément, je dirais, de rire, un caractère ludique supplémentaire. Donc par exemple, c'est lorsqu'on a un fou rire. Donc vous pourriez essayer de vous rappeler, voilà, peut-être votre dernier fou rire. Quand est-ce que vous avez eu un fou rire? Vous savez, c'est pas rire, hein, c'est le truc qui monte de l'intérieur. Vous pourriez pas faire autrement et voilà. C'est quelque chose de plus profond que le rire, le fou rire. Ça vous attrape. Qu'est-ce qui vous fait rire? Mais rire, voilà, sans que vous puissiez, je dirais, contrôler ce rire. Et ça, l'amusement, typiquement, voilà, c'est comme la joie. On est dans une émotion de l'instant présent, avec peut-être le corps physique qui s'exprime plus, qui prend plus sa part dans le mouvement et dans l'expression de cette émotion-là. L'admiration. L'admiration, c'est aussi une émotion positive. Donc l'émotion c'est une émotion donc de reconnaissance de qualité,
de beauté, de bonté, de justesse de soi. Et en général, l'admiration, c'est quelque chose qui est dans le présent, mais qui peut aussi prendre racine dans un élément du passé. L'admiration correspond à un sentiment de valeur, mais avec aussi un désir de s'approcher de cette valeur, de s'en rapprocher ou de la renouveler. Par exemple, vous allez à une exposition d'un artiste, vous admirez ses œuvres qui vous procurent sur le moment un sentiment de bonheur, de joie, de plénitude. Et vous êtes dans ce moment d'admiration, mais ce moment d'admiration, il peut vous amener ailleurs en fait. Vous pouvez admirer cette personne, ou vous pouvez admirer ses œuvres. Et alors, soit vous allez avoir envie de renouveler l'expérience et de mieux connaître l'artiste, de retourner à d'autres expositions, d'approfondir les choses. Dans l'admiration, il y a quelque chose aussi de nourrissant. Ou peut-être de vous inspirer de cette personne et d'en faire quelque chose dans votre propre vie. En fait, l'admiration, elle est nourrissante, moi je dirais, au niveau psychologique. Donc vous aussi, bien sûr, dans ce cheminement intérieur, vous pouvez vous dire effectivement qui ou qu'est-ce que j'admire, qu'est-ce qui me fait me sentir aussi plus grand. Je parlais d'admiration et l'inspiration, c'est aussi c'est proche, moi je trouve. Donc l'inspiration, qui est une autre émotion positive, c'est une émotion qui est une émotion de créativité, de nouveauté, d'idées nouvelles, de compréhension ou d'actions nouvelles. Dans l'inspiration, il y a une rupture du temps. C'est-à-dire que l'inspiration, l'émotion d'inspiration amène un changement dans le présent et la création d'un nouvel élément ou d'un nouveau futur qui est non linéaire. Donc moi je sais que j'aime beaucoup ces états d'inspiration, c'est-à-dire que souvent quand je cherche en fait l'inspiration, ou quand par exemple là j'ai essayé de vous donner une forme à ma réflexion sur le temps et sur la psychologie, jusqu'à cette émission où Bill Murray parlait des émotions et du temps. En fait j'ai été dans ce manque d'inspiration, et à partir de ce moment-là, j'ai eu comme un changement de voie, ou comme les trains sur des voies et un aiguillage. Et là, clac, je me suis sentie inspirée et j'étais sur une voie et j'ai été inspirée dans le déroulé de la présentation. Donc l'inspiration, bien sûr, elle se vit souvent comme un éclair. Là, on est vraiment dans un éclair, quelque chose d'assez foudroyant, et qui est vécu dans l'instant présent et qui modifie le futur. Donc pour vous, bien sûr, vous pouvez relier ça à votre propre vie, c'est-à-dire quelles sont les choses, les lieux, les personnes, les situations qui ont pu vous inspirer. Et moi, je dirais aussi, et je rajouterai là par rapport à mon propos, c'est est-ce que vous vous êtes toujours rendu compte quand vous étiez inspiré? Parce qu'en observant certaines situations, moi je me rends compte en tous les cas que des fois je ne me suis pas rendu compte que certaines choses m'avaient inspiré, mais par contre a posteriori effectivement je me suis rendu compte en fait que j'avais été influencée par certaines choses, donc je pense que ces choses-là m'avaient inspirée. Et ensuite aussi vous pouvez faire cette exploration intérieure en vous disant mais qu'est-ce que je ressens, quel est mon sentiment intérieur lorsque je suis inspirée. Donc avant d'être inspirée, pour ma part, je dirais un état un peu de malaise, quelque chose d'un peu confus. Pendant l'inspiration, un moment d'éclairage, enfin voilà, comme quand on met de la lumière, on y voit plus clair, et quelque chose qui est rassurant, qui nous dit ok, tu peux aller dans ce sens-là. Et après, c'est aussi le sentiment d'avoir été nourri, enfin quelque chose de supplémentaire qui a été rajouté. La curiosité, qui est une autre émotion positive, l'émotion de curiosité, la curiosité c'est une attirance, on pourrait dire, vers quelque chose ou quelqu'un. C'est pour ça que la citation de Sartre m'a intéressée, cette notion de transformation. Dans la curiosité, voilà, pour moi cette attirance c'est aussi aller vers, c'est ce mouvement, une notion de mouvement. Avec une anticipation d'un plaisir, voire une excitation face à de la nouveauté. Donc, dans votre vie, à quel moment
Est-ce que j'ai été attirée par un sujet, un lieu ou une personne? Quand est-ce que j'ai ressenti de la curiosité, au sens positif, on va dire? Cette curiosité aussi, voilà, au niveau du temps, on pourrait la voir comme une projection dans le futur, en imaginant un plaisir futur lors d'une découverte future. C'est-à-dire la curiosité, il y a vraiment cette... Je suis dans le présent et j'ai envie d'aller voir, j'ai envie d'aller rencontrer, j'ai envie d'aller connaître, et c'est un mouvement. Cette émotion positive, elle amène le mouvement. Donc par exemple, l'énergie de lire, d'étudier, de créer des nouvelles relations, de découvrir de nouveaux lieux, etc. Une envie d'investir du temps, de l'énergie, en prévoyant un plaisir nouveau dans le futur. Donc là, les temps, ils sont également intriqués. Alors cette notion de curiosité, je vais juste dire un mot, un peu comme la joie. C'est un élément, nous, dans un diagnostic qui est très très important, parce que quelqu'un qui n'est plus curieux du tout, c'est quelqu'un qui est pareil, qui est déprimé, qui est en dépression, et c'est problématique, voire c'est pathologique de plus avoir de curiosité. Par contre, le positif, c'est qu'on peut cultiver notre curiosité. Donc essayer de découvrir quelque chose de nouveau chaque jour, de faire quelque chose de nouveau chaque jour, etc. Voilà, de vraiment la cultiver comme une plante verte, hein, de faire pousser votre curiosité. C'est très très... c'est essentiel, je dirais, pour notre équilibre psychologique. L'espoir. Donc l'espoir, c'est l'émotion d'un dénouement futur positif qui permet d'investir le présent et de trouver l'énergie et la motivation pour mettre en route un projet, une action ou une croyance. Donc là, à nouveau, on voit à quel point tous les temps sont intriqués. Passé, présent, futur. Donc c'est une projection positive, on va dire, dans le temps, qui peut prendre racine dans le passé, qui structure le présent pour modifier le futur. C'est-à-dire, lorsqu'on a de l'espoir, on espère que quelque chose du présent va être modifié par rapport au passé et pour un meilleur futur. Donc par exemple, le cas d'une personne qui avait un cancer et qui me parlait, et elle me disait, bah oui, mais moi j'ai de l'espoir parce qu'en fait, ce type de cancer, maintenant, il se guérit de mieux en mieux, donc j'ai vraiment de l'espoir qu'en suivant les protocoles que l'on a aujourd'hui, voilà, je vais guérir. Donc cette projection, elle est également dans le temps. Enfin, l'amour. Donc l'amour, c'est un peu comme la joie, hein. Chacun en a nos définitions, ça paraît un petit peu bateau, mais là, c'est vraiment la notion d'amour dans le sens le plus large possible, ce que l'on aime. Voilà, en plus, en français, on n'a qu'un seul mot, donc tout ce que l'on aime. Donc l'émotion d'amour est l'émotion la plus recherchée et celle qui guide en permanence nos actions. C'est-à-dire dans cette recherche de bien-être. L'être, c'est le Dalai Lama qui dit ça, en fait, nous cherchons tous. D'apprécier ce que j'aime. J'aime ce lieu, j'aime ce livre, j'aime cette personne, j'aime mes amis, je m'aime lorsque je suis en forme. Donc c'est aussi peut-être l'occasion de prendre un peu plus conscience dans tous les moments où quelque chose d'agréable nous arrive. Donc moi je sais que quand je vais prendre ma douche et qu'il y a de l'eau qui est chaude, je dis merci. J'ai la gratitude parce que je trouve que c'est quelque chose, je veux pas m'habituer à ça et je veux ressentir et de l'amour pour ce moment-là, cet instant-là, et de la gratitude. Je trouve que c'est agréable. L'amour amène cette notion d'oubli, de suspension du temps. On appelle ça aussi l'état de grâce en français. Parce que c'est très étudié en psychologie, l'état de grâce. Je vous en parlerai un tout petit peu tout à l'heure. Ça s'appelle the flow. Et la perte de la sensation du temps. Et en fait, je me pose la question, je l'ai mis sous forme d'une affirmation, mais c'est plutôt une question. Et je me pose la question, effectivement, est-ce que nous ne recherchons pas l'amour, justement, pour ne plus ressentir le temps? Ou nous extraire du temps? Mais bon, on n'a pas le temps aujourd'hui. Alors, l'apprentissage du temps. Donc, l'apprentissage du temps, c'est de la naissance à la fin de notre vie. En fait, nous apprenons à rendre l'expérience du temps la plus agréable ou la moins douloureuse possible. Dans cette notion, effectivement, de bien-être, mal-être, ou de satisfaction, enfin, d'insatisfaction vers la satisfaction.
Donc à la naissance, par exemple, le nourrisson il fonctionne totalement dans le présent de ses besoins. Il est dans le plaisir ou le déplaisir, avec très peu de nuances en fait. Dans l'enfance, petit à petit, dans notre temps horizontal, hein, dans l'enfance, l'enfant il apprend le temps en l'intégrant, l'attente, la séparation, l'inconfort, le froid, la faim, la solitude, l'apprentissage, la douleur. Pour compenser ces désagréments, les émotions positives lui font oublier le passé. Donc par exemple, l'enfant joue beaucoup et il oublie les douleurs, les difficultés de l'apprentissage, des chutes, etc. C'est-à-dire que l'enfant, en fait, il va en permanence passer éventuellement d'un moment négatif à un moment positif, mais sans obligatoirement garder une trace très importante. Et c'est très très bien pour lui parce qu'il a beaucoup de choses à apprendre, donc il ne doit pas avoir en fait l'esprit trop encombré avec des souvenirs. D'ailleurs, à partir de l'âge de 7 ans, on oublie tout, et puis après aussi on oublie beaucoup de choses. Dans l'âge adulte, nous créons en fait des stratégies du temps, et nous les créons progressivement pour aller justement vers plus de joie, plus d'amour, plus d'espoir, plus de curiosité, plus d'inspiration, plus de fierté, plus d'amusement, plus de sérénité et plus de gratitude. Et c'est là, en fait, où ces 10 émotions positives, en fait, vous les avez tous dans votre vie, vous êtes tout le temps géré, enfin, vous êtes tout le temps guidé par cela, même si vous ne les avez pas conscientisées, en fait. Alors, je vais vous faire 3 petits exemples pour terminer de maladies du temps, des maladies psychologiques qui sont liées au temps. Donc, par exemple, la première, ce que j'ai appelé maladie du temps, c'est le traumatisme. Donc un traumatisme est une mémoire physique et mentale, augmentée d'une émotion forte, créée lors d'un événement du passé et qui reste active dans l'instant présent. Comme si l'élément du traumatisme était encore en cours dans le présent. Donc la notion du temps est abolie dans le traumatisme, c'est-à-dire qu'un traumatisme peut rester actif toute une vie. Donc par exemple, les syndromes post-traumatiques que l'on trouve... par exemple, dans les personnes qui ont vécu des guerres ou des événements hautement traumatiques, on va dire. Donc, par exemple, un soldat a vécu des scènes de guerre avec des tirs de roquettes, de fusils, des explosifs. Donc, il a vu des morts, il a eu peur de mourir lui-même dans des moments où il perdait totalement le contrôle de la situation. Donc, de retour dans son pays d'origine, où règne la paix, il marche dans la rue, il entend une détonation. Donc tout d'abord, il va avoir chaud ou des sensations, il s'arrête, son rythme cardiaque va augmenter, il ne peut plus réfléchir, il est dans la confusion mentale, ni respirer. Là, des images du passé l'envahissent et il se retrouve vivant les scènes du passé. Après quelques minutes, il peut reprendre pied dans le présent. Des enfants lancent des pétards sans que cela ne mette personne en danger. Donc dans le traumatisme, on voit à quel point il y a une confusion du temps. C'est-à-dire que le passé ressurgit dans le présent et qu'il efface en fait le présent. Et dans toutes les notions de traumatisme, on a en fait comme si on pouvait imaginer qu'à l'intérieur de nous, il y aurait une télé intérieure qui passe en permanence toutes les images des traumatismes. Voilà, et qui viennent du coup court-circuiter régulièrement le présent de ce que l'on vit. Donc on a beaucoup de traumatismes inconscients. On n'est pas obligatoirement non plus conscient, bien sûr, de ces traumatismes-là. Par contre, on les voit lorsque ces traumatismes-là vont amener un comportement ou un état intérieur désagréable ou compromettant, même par la violence ou des réactions de colère ou de violence. Et là, on peut remonter à des traumatismes par la thérapie. On fait le chemin inverse pour aller retrouver effectivement le traumatisme et le débrancher dans le présent, pour le laisser que dans le passé, en fait, et qu'il ne vienne plus modifier le futur. La deuxième maladie, malheureusement, qu'on connaît beaucoup, et de plus en plus, c'est la maladie d'Alzheimer, où là, on a un effacement des souvenirs en commençant par le présent pour aller vers le passé. Donc la personne va oublier d'abord les événements du présent, et petit à petit, l'effacement va se faire dans ce sens-là, avec une impossibilité pour la personne de retrouver des souvenirs. On n'est pas dans une amnésie réversible, là c'est un effacement qui n'est pas réversible. Donc avec également des déficits d'attention de plus en plus importants, donc c'est-à-dire que cette difficulté d'être dans l'instant présent plus de quelques dizaines de minutes,
Et ces cycles, en fait, s'amenuisent de plus en plus pour la personne qui est atteinte d'Alzheimer, avec un oubli total du présent entre chaque cycle, et comme des remises à zéro entre chaque cycle, en fait. C'est pour ça que j'appelle ça aussi de maladie du temps. Et en fait, c'est une tentative de... Enfin, ces personnes vont être dans une tentative de rester en lien avec les autres qui ne vivent pas le temps de la même manière. Et ce qui est très touchant, je trouve, c'est que les personnes en début de maladie d'Alzheimer déploient des stratégies incroyables pour donner l'illusion qu'elles ne perdent pas les souvenirs, qu'elles sont toujours dans le même temps que quelqu'un qui est dans le rythme passé, présent, futur, alors qu'en fait, elles n'ont plus, je dirais, le même rapport au présent, parce qu'en fait, elles ont un présent qui est vide. Elles n'ont plus, elles, le lien au présent. Et elles vont arriver à rester, par exemple, conscientes ou en interaction dans le présent avec quelqu'un pendant 20, 30 minutes, des fois 45 minutes au départ. Et puis, c'est comme si tout va s'arrêter, le cycle s'arrête, tout est remis à zéro, elles ne se rappellent plus de rien, et elles peuvent à nouveau vous parler, vous poser la même question qu'elles vous posaient 45 minutes ou 30 minutes avant, sans avoir aucun souvenir de ce qu'elles ont dit auparavant dans le cycle précédent. Alors je dis cet exemple parce que moi il m'a beaucoup touchée, parce que j'avais une amie qui a malheureusement dû faire hospitaliser sa maman pour cette maladie-là, et qui arrivait à chaque fois complètement démoralisée et déprimée à chaque fois qu'elle voyait sa maman. Et en fait, quand je lui ai expliqué ça a éclairé sa compréhension des choses, et elle a pu être à nouveau en lien avec elle et se dire, ok, toutes les 30 minutes, elle oublie tout, on recommence toutes les 30 minutes, mais c'est ok. Voilà. Et ne plus le prendre pour elle, ne plus être blessée, ne plus être déstabilisée, en fait, par cet élément-là. Donc c'est important aussi de le comprendre, comment ça fonctionne. Donc pour ces personnes-là, elles ont une impossibilité de plus en plus importante de se servir des 3 temps, donc le passé, le futur et le présent, pour s'adapter au quotidien. Enfin, le délire, donc dans ces fameuses maladies où le temps peut être effectivement important, voilà, le temps joue un rôle où on peut en tous les cas analyser ces maladies au regard de ce thème, qui est le thème du temps. Donc dans les psychoses, les maladies mentales témoignent d'une inadaptation au réel. En fait, il se produisent des délires. Donc ça, c'est une définition des psychoses qui est classique, qui est simpliste même un petit peu, mais... Donc le réel, ou l'expérience du réel, se produit essentiellement dans le présent. Donc là, nous vivons le réel, c'est quelque chose qui peut être filmé, qui peut être enregistré. C'est ce qu'on appelle le réel en psychologie. Habiter totalement le présent permet d'expérimenter le réel avec le corps. Le réel, comme le présent, est l'endroit où se trouve mon corps. Donc moi, souvent, c'est ce que je dis, parce que c'est un petit peu la mode de dire, ouais, il faut vivre l'instant présent, blablabla. Enfin moi, pour beaucoup de personnes, je leur dis, vous comprenez quoi de ce truc-là? Et en fait, c'est pas si simple que ça. Donc pour moi, le présent, c'est je touche mon corps, je dis, voilà, là c'est le présent. C'est-à-dire, c'est l'endroit là où est mon corps. C'est ce que je suis en train de vivre là, maintenant, avec mon corps. Enfin, moi, ça me parle dans le côté justement matériel et concret de cette notion de présent, qui est pas du tout une notion, comment on pourrait dire? C'est une notion concrète, matérielle en fait, contrairement au passé ou au futur qui sont immatériels. Le présent, c'est concret. Ça peut être filmé, ça peut être photographié. Donc également, pour moi, la réalité, elle peut être filmée, photographiée. On peut rendre compte ou avoir des témoignages, des témoins, des personnes qui sont là, qui ont vécu le même moment, alors peut-être pas de la même manière, mais qui ont vécu le même moment, dans l'instant présent. Donc le délire, c'est une construction imaginaire qui s'impose à la personne comme une réalité, on va dire, de son présent, à elle. Donc par exemple, avec des hallucinations visuelles ou sonores. Donc ce qui veut dire que dans la notion de délire, c'est comme si le présent, la réalité, était en fait transformé par une autre réalité, un autre présent que la personne se crée. Enfin, je ne le crée pas consciemment, mais en fait, il existe à l'intérieur d'elle à cause justement souvent de traumatisme ou de fragilité intérieure.
La dépression, enfin, pour finir, c'est également pour moi une maladie du temps, mais également une maladie, comme je disais tout à l'heure, des émotions. Donc la dépression, bien sûr, qui est de plus en plus courante depuis cette épidémie de Covid, on en trouve beaucoup au niveau des enfants, des adolescents et des adultes. Moi, j'en ai jamais vu autant depuis que je travaille, ça fait 35 ans. Et elle peut se définir comme un effondrement de la structure psychologique qui permettait de gérer les émotions négatives et positives, et en fait en maintenant un bilan positif, donc plus de positif que de négatif. Lorsque les émotions négatives prennent plus de place et d'intensité que les émotions positives, le système se fatigue, il peine, et au bout, en fait, d'un certain temps, il s'effondre. Les ressources intérieures apportées par le passé ne suffisent pas à rendre le présent ou le futur supportable. L'espoir s'est effondré, il a disparu, et souvent, peu à peu, aucune émotion positive ne peut jouer un rôle actif pour apporter du sens à ce qui se déroule dans la vie de la personne. Et je trouve que là, on rejoint ce fameux thème de l'ennui, qui est cette espèce de... Moi, je le vois aussi un peu comme un effondrement, et comme si, effectivement, il y avait... les personnes disent, mais il n'y a plus rien qui me fait du bien. J'ai envie de plus rien, voilà. Il y a vraiment cette notion de plus rien. Et dans la dépression, on a cette notion d'effondrement. Donc, conclusion. Le but, l'antidote, on va finir sur un point très 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 positif aujourd'hui, c'est cultiver les émotions positives. Mais pas les cultiver en se disant « ouais, c'est encore un truc simpliste » ou... Non, non, pas du tout. C'est moi je dirais, pour moi, une discipline quotidienne et avec plaisir, hein, une discipline joyeuse. Donc la joie. Comment il faut faire pour cultiver la joie? Simplement trouver de la joie dans chaque jour. Simplement le fait d'être en vie, de respirer, de pouvoir se lever le matin, se dire, bah voilà, waouh, moi je peux y aller, je vais attaquer cette journée. Cultiver la gratitude, c'est simplement aussi se dire merci à soi-même, à la vie, aux autres, prendre soin de soi. La sérénité, c'est prendre soin des moments de paix intérieure et de les vivre, enfin de garder ces quelques petites secondes comme quelque chose de très précieux, d'en profiter, de se nourrir de ce petit moment-là. Ça peut être la beauté d'un coucher de soleil, un petit moment qui est agréable. La fierté, c'est aussi important de se le dire, de se dire, voilà, j'ai fait ça, waouh, je suis fière de moi là parce que c'était pas facile, ça m'a demandé du temps, de l'énergie, je n'avais pas particulièrement envie, ou dire aux autres qu'on est fier d'eux. Parce qu'on s'est rendu compte qu'ils ont fait des efforts pour arriver à ce qu'ils ont pu produire. L'amusement, oui, c'est agir, la joie, c'est-à-dire le jeu, le rire, éclater de rire, se faire des blagues, etc. Je pense que ça, on a vraiment besoin de remettre en route cette machine, parce que c'est aussi en actionnant les émotions positives que ça amène des émotions positives. L'inspiration, alors créer, grandir, se révéler, apprendre, s'ouvrir, changer le futur, c'est-à-dire se laisser inspirer ou chercher l'inspiration. En fait, voilà l'idée, c'est aussi que ça nécessite un mouvement, ça nécessite quelque chose, une action de notre part, de cultiver les émotions positives. Bon, la curiosité, comme je disais, ça c'est vraiment important, c'est-à-dire qu'aller à la rencontre de l'inconnu, découvrir, accepter le changement, changer nos habitudes, pas toujours passer par les mêmes routes, les mêmes chemins, pas aller aux mêmes endroits, pas faire ses courses au même endroit, etc. Voilà. Tout ça, on peut facilement le modifier, enfin, pour certaines personnes. L'espoir, effectivement, l'espoir, c'est au moins de pouvoir entrevoir une issue positive lorsqu'on entreprend quelque chose, se dire, oui, il y a peut-être un truc positif qui va sortir de tout ça. Et enfin, l'amour, c'est d'apprécier déjà, je dirais, tout ce qu'on est, d'ouvrir son cœur, d'apprécier, d'avoir du plaisir, de reconnaître ce plaisir, de se dire j'ai du plaisir, j'ai de la joie, j'aime créer, et puis d'apprécier aussi lorsque l'on est dans ce sentiment d'amour, effectivement la disparition du temps, d'être dans ce temps suspendu.
Donc un mot sur cet état, justement l'état de grâce. Moi j'adore ce thème-là et c'est mon thème de doctorat, cet état, l'état de grâce. Alors j'aime pas trop le mot en français parce que l'état de grâce, ça nous donne un peu une connotation religieuse et c'est une grâce spirituelle, on pourrait dire. Donc l'état de flow, c'est très important aussi dans cette notion de temps. Alors je vous prends juste un exemple, c'est-à-dire que par exemple dans le sport de haut niveau, vous prenez un sportif de haut niveau, il va s'entraîner chaque jour pour acquérir un niveau physique et technique le plus haut possible. Donc il va le faire parce qu'il sait par rapport à son passé, justement il a son expérience, qu'il a besoin d'avoir un bon niveau technique pour des performances qu'il espère réaliser dans le futur, donc à nouveau les temps qui sont intriqués. Et il a besoin effectivement d'être dans une cohérence entre le passé, le présent, le futur, qui lui permet de donner un sens à ses efforts et d'avoir la motivation, l'énergie, etc. Donc il va y trouver l'énergie, la motivation, la satisfaction et l'espoir, effectivement, de réaliser ce qu'il souhaite réaliser. Le jour de la compétition, il va exécuter tous ses gestes techniques, comme dans un rêve, disent-ils, disent les sportifs quand ils sont dans cet état de grâce. Et à ce moment-là, justement, il ressent que rien n'a de prise, en fait. Plus rien n'a de prise sur cet athlète, ni le passé, ni le futur, ni le présent. Et l'état de flow, c'est en fait tout simplement un état qu'on recherche tous. C'est souvent l'état dans lequel on se dit, bah ouais, là, je me sens vraiment bien, tout simplement. Bien-être, où on ne sent plus le temps qui passe, on sent même plus son corps, on flotte. État de flottement et... Je dirais peut-être pas de béatitude, mais c'est pas très loin. En tous les cas, rien ne demande un effort. Tout se fait sans effort. Alors, en conclusion, donc, à l'opposé des émotions positives, je ne vais quand même pas vous faire que du positif, parce que ça veut dire que je suis trop positive. Donc, il existe bien sûr des polarités négatives qui sont douloureuses, destructrices, toxiques, etc. Mais bon, ça, en général, on les connaît beaucoup mieux. Comme je dis, il convient de ne pas le nier. Donc, bien sûr qu'on peut avoir des vécus douloureux du temps, lors de l'ennui, de la solitude, lors des maladies, etc. Là, le propos, il est de dire, nous pouvons aussi cultiver les émotions positives. Et en fait, ceci permet de consolider cette fameuse balance intérieure dont je parlais tout à l'heure et de mettre notre énergie du bon côté de la balance. Capter les émotions positives, en prendre conscience, les nourrir pour les faire durer plus longtemps également dans le présent. Mettre en place des routines pour alimenter les émotions positives, donc les cultiver, les privilégier, les entretenir. Une routine, la conclusion de la conclusion, c'est simplement dans un petit coin de votre tête ou de votre cahier, vous écrire, ben voilà, pour chaque jour, ben alors qu'est-ce que j'ai fait aujourd'hui ? Est-ce que j'ai eu un moment de joie ? Est-ce que j'ai eu un moment de gratitude ? Est-ce que j'ai eu un moment de sérénité ? Est-ce que j'ai eu un moment de fierté ? Est-ce que j'ai eu un moment d'amusement ? Est-ce que j'ai eu un moment d'admiration ? Est-ce que j'ai eu un moment d'inspiration ? Est-ce que j'ai eu un moment de curiosité ? Est-ce que j'ai eu un moment d'espoir ? Et est-ce que j'ai eu un moment d'amour ? Donc voilà.